Bonsoir, il est très tard et je ne vais pas faire ce que j'avais prévu à la base, disons que si. Je vais faire une review en deux parties. Je ne peux rien vous dire sur le scénario de ce film, sinon je vous spoil toutes les méga surprises et ce film repose énormément sur son scénario. Donc si je vous spoil quoi que ce soit, ça ne servira plus à rien pour vous d'aller voir le film. Donc je vais faire une review avec sans spoilers, celle-ci, et une review avec spoilers que je ferai plus tard. Parce que si je fais ma review avec spoilers telle que je pense la faire, ma chère voisine avec qui je m'entends très bien pour l'instant va me défoncer, je pense. Il est très tard dans la nuit, donc je reviens tout juste du cinéma et voilà, je ne peux pas la réveiller. Je vais déjà essayer de baisser un petit peu ma voix pendant cette review, donc voilà. Star Trek Into Darkness réalisé par J.J. Abrams est génial. Moins génial que ce qui a pu se faire avant. Il y a un premier gros défaut par rapport au Star Trek de Star Trek 11 qu'il avait fait en 2009, c'est que il est beaucoup moins grandiose. Il a un côté épique qu'il partage avec son prédécesseur, mais pas grandiose. On ne peut pas détruire une planète dans chaque film, c'est évident. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de choses dans le film qu'il prend pas vraiment le temps de faire ces grandes images, ces plans sublimes qu'il y avait dans le premier Star Trek, ces moments de grâce, parce que c'est vraiment ça qu'il y avait dans le premier qu'il a fait. Ces moments où le film se met un peu en pause pour nous laisser apprécier ce qui se passe. Là, il y a tellement d'éléments à rajouter, tellement d'éléments à faire, tellement de choses à changer, enfin tellement de choses à présenter que il prend pas le temps de se poser, il fait quand même 2h12 déjà. Et c'est voilà, du coup on a un peu moins ce sentiment de quelque chose d'impressionnant. Les acteurs sont bons, tous les personnages ne sont pas vraiment bien abordés entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres, Kirk et Spock principalement, le méchant, et puis peut-être un petit peu déjà si je dis ce prénom ça va tout gâcher, un membre féminin de l'équipe, pas Uhura mais quelqu'un d'autre. Uhura aussi est un petit peu exploité, et puis disons que les autres sont présents, ont leur scène, font quelque chose d'important dans le film. Mais c'est vrai que l'accent est pas vraiment mis sur eux, et que leur personnage n'a pas vraiment d'évolution. Le truc, c'est que Star Trek n'est pas vraiment un film dans lequel les personnages ont une évolution. Si vous prenez les 10 Star Trek que j'ai pas fait les 10 encore. Les 7 Star Trek. J'en ai fait 7 ou 6? Les Star Trek que j'ai critiqués dans mon Pourquoi j'ai raison d'avais tort sur ma rétrospective. Il y a que Kirk et Spock qui sont constamment travaillés et ont constamment un développement psychologique. McCoy de temps en temps, et les autres à côté sont des aides en fait, des assistants. Donc vraiment c'est pas le but, d'autant que ils sont censés avoir les mentalités de la série. Ils sont pas censés avancer vers quelque chose d'autre, découvrir quelque chose de neuf. Ils peuvent rien découvrir puisqu'ils doivent arriver à ce qu'ils sont dans la série. C'est tout le chemin que font ces films. C'est de rétablir en fait une timeline. Donc c'est un peu compliqué de juger le développement des personnages. C'est surtout Spock qui cherche à comprendre son humanité, ce qui n'était pas vraiment abordé dans la série d'ailleurs. Dans la série, il était intéressant pour son côté vulcain. Ce sont les films qui ont mis l'accent sur son côté humain et qu'ils l'ont toujours relativement bien fait. Et celui-ci, je trouve, s'inscrit dans leur veine. Il développe bien le personnage de Spock. Toute la question est de savoir à quel moment son humanité est importante et à quel moment sa vulcanité est importante. D'ailleurs, au passage, toujours un petit caméo de Leonard Nimoy pour adouber ce 12e film. 12 films déjà. Un
petit défaut aussi peut-être, c'est que le film ne présente ni ne développe pas vraiment l'univers pour les non-connaisseurs. C'est-à-dire, on voit plein de choses en dehors du vaisseau, on apprend plein de choses, enfin on nous parle de plein de choses, mais on nous apprend pas vraiment, c'est pour ça que je me corrige. C'est-à-dire que il y a plein de clins d'œil pour les fans, et pour les autres, ils voient qu'il y a quelque chose qui ressemble globalement à quelque chose qu'ils connaissent, mais ils sont pas tout à fait sûrs. Et on leur dit pas vraiment ce que c'est, on leur présente pas vraiment, et on fait plutôt confiance aux fans pour leur expliquer un peu après. Un truc très con et qui, pour le coup, ne spoilera personne. À un moment, on voit un Tribble. Les Tribble, ce sont les créatures les plus connues de Star Trek. Ce sont de petites boules de fourrure. Ce sont des petits animaux de compagnie extraterrestres en fait qui ont été l'objet d'un des épisodes un peu humour de Star Trek, parce que Star Trek a aussi des épisodes un peu plus légers. Et les Tribbles, en fait, c'est le problème, c'est que quand on en met deux côte à côte, et ben ils baissent très vite et ils se reproduisent à un rythme effréné et on peut, enfin, il y a quasiment rien qui peut les arrêter en fait, si ce n'est qu'ils meurent de faim. Donc on voit à un moment McCoy traiter un Tribble avec quelque chose, je vais pas vous dire quoi. Et donc tous les fans de Star Trek reconnaissent le Tribble, tous les fans de Star Trek sont un Tribble, voilà. Mais alors les gens qui connaissent pas, bah ils voient une boule de poils qui est là, mais ils savent pas ce que c'est. Donc c'est peut-être un peu le défaut, et c'est peut-être le défaut de cette série de nouveaux films de Abrams, c'est que à trop avoir peur de s'aliéner les fans, à trop vouloir les caresser dans le sens du poil, parce que ce sont des Tribbles et qu'ils sont poilus, avec des petits clins d'œil à la série, ils finissent peut-être par en oublier quand même un petit peu les non-connaisseurs. On parle des Klingons, mais franchement, étant donné qu'on n'a pas parlé dans le premier film, enfin dans le 11e film, et que c'est quand même censé être le reboot qui permet aux gens qui ne connaissent pas de découvrir le truc, on nous dit vaguement, bon ben voilà, les Klingons, c'est une race qui est un peu en conflit avec les Terriens, mais on nous explique pas grand chose sur eux. Uhura va dire à un moment qu'ils ont le sens de l'honneur, mais ça nous dit pas que c'est une caractéristique de leur race. On pourrait dire ça à n'importe qui. Les humains ont un sens de l'honneur aussi. Toutes les espèces, enfin les Vulcains ont un sens de l'honneur aussi. Donc c'est pas, on n'explique pas assez aux gens qui ne connaissent pas. On leur montre des trucs, on leur dit que c'est là, que ça existe, mais on n'en parle pas vraiment. Donc voilà, c'est au niveau des petits défauts. J'avais un autre petit défaut qui vient de me venir en tête quand je parlais des Klingons. Oui, il y a probablement des fans qui vont hurler, mais les fans hurlaient déjà avec le 11e film, parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter que c'est une timeline différente. Et à partir du moment où on fait une timeline différente, on peut faire ce qu'on veut. C'est exactement pour ça qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'on peut reprendre des éléments de la première timeline et en refaire ce qu'on veut. C'est parce que, certes, le gros événement, c'est que le père de Kirk n'était pas là quand il était petit et que du coup Kirk a grandi sans son père. Du coup, ses motivations pour rejoindre Starfleet sont différentes et son personnage est assez différent à ce niveau-là. Sauf que il y avait d'autres personnes dans le Kelvin et d'autres personnes dont la vie a été profondément changée par le Kelvin, c'est le vaisseau qui se fait attaquer par les Romuliens au début de Star Trek. C'est bien la seule licence où je retiens tous les noms de races et de machins, de vaisseaux. Même les vaisseaux, je les retiens, quoi, l'USS Kelvin. Le Kelvin, donc, c'est le vaisseau qui s'est fait exploser au début par les Romuliens quand ils arrivent. Et c'est toute l'histoire du battement d'ailes de papillon. C'est-à-dire qu'un petit événement à un endroit peut créer des réactions démesurées. Certaines personnes qui sont mortes sur le Kelvin
peuvent être des amis proches de certaines personnes qui du coup ont pu être atteints par leur mort, ont pu faire machin, ce qui a fait que ça causait ça, et ça, et ça, et ça. Tout est lié, comme j'aime le dire à chaque fois, j'aime beaucoup cette expression. Et du coup, on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, je suppose qu'un des trucs qui va faire hurler les fans, c'est que dans le 6e film Star Trek, Uhura ne sait pas parler Klingon. Il y a toute une scène extrêmement drôle où on voit Uhura, Scotty, Sulu, etc. avec des dictionnaires anglais-Klingon en train d'essayer de trouver les phrases pour accéder à l'espace Klingon sans se faire repérer. Et ils n'y arrivent pas du tout, ils n'arrivent pas à parler, etc. Et dans Into Darkness, Uhura parle Klingon. Couramment. On s'en fout. Même s'ils nous disent pas exactement pourquoi dans le film, il y a des milliards de raisons pour lesquelles elle pourrait parler Klingon dans cette timeline. Dans le premier film, on sait qu'elle parle beaucoup de dialectes, on sait qu'elle parle les 3 dialectes romuliens, on sait qu'elle parle le vulcain, etc., etc. Il peut y avoir, je sais pas, je vais essayer d'inventer une histoire, c'est de l'improvisation en live. Quelqu'un dans le Kelvin connaissait une personne qui était prof de Klingon, cette personne est morte, du coup cette personne prof de Klingon a été extrêmement chamboulée dans sa tête, et s'est dit moi qui suis prof de Klingon, je vais forcer mes élèves à apprendre le Klingon, ou je vais faire un truc genre je vais me venger dans mon travail, je vais faire un truc dans ce genre là, et il aura eu Uhura par hasard comme élève, et du coup Uhura aura appris le Klingon parce que ce mec là je sais pas, je trouve une raison débile, je suis en train de trouver ça en impro. Les mecs qui ont écrit le scénario ont eu des mois pour le faire. Donc, ils peuvent, même s'ils ne le disent pas dans le film, ils peuvent trouver une raison pour justifier ça. D'ailleurs, je ne peux pas en parler parce que sinon je vous fais un spoiler, mais ils ont trouvé une raison pour que un événement majeur de la timeline d'origine soit intégré dans cette timeline-là de façon tout à fait cohérente. Il y a une explication qui est donnée et c'est vrai que ça paraît logique, que ça peut fonctionner, et c'est voilà, il y a pas à gueuler, il y a pas à chier là-dessus. J'ai vu des messages disant que les fans allaient hurler, que les fans machin, mais que les fans ferment leur gueule. Je suis un fan aussi de Star Trek, et il suffit d'accepter simplement cette notion-là, c'est que battement d'aile du papillon, si on change un élément dans le déroulement du temps, tout le reste peut changer complètement. Et on peut se permettre tous ces petits écarts que ça prend avec la série d'origine. La relation entre Spock et Uhura qui était dans le premier film, j'avais dit dans ma critique, je vois pas trop en quoi le changement du temps fait que ça passe, mais j'ajoute après, mais bon. Il faut accepter ce genre de choses. Effectivement, le film ne donne pas de raison, on a peut-être du mal à en voir une, mais il peut y en avoir une. Et si on leur demande de nous en trouver une, ils vont nous en trouver une. Donc ça sert à rien de gueuler. En plus, ça sert à rien de gueuler sur ça. Appréciez ce que vous avez devant les yeux. En plus, ils ont quand même la décence de dire que c'est une timeline différente. Ils sont pas en train de volontairement foutre le bordel dans une timeline qui existe déjà. Pour être sûr de pouvoir faire ce qu'ils voulaient sans massacrer, sans phagocyter la timeline d'origine, ils ont fait cette nouvelle timeline et du coup, c'est vachement bien. Je m'autorise à faire un tout petit peu d'editing parce qu'il est quand même 1h30 du mat, donc voilà, je m'autorise à me dire que j'ai pu oublier certaines choses. Le climax est assez grandiose, le climax m'a vraiment donné des frissons, ce qui est assez rare pour être signalé ça m'arrive pas souvent devant tous les films, donc ça prouve que le film est plutôt pas trop mal. Par contre, la fin me paraît un peu trop facile, un peu trop happy end. J'aurais préféré qu'il garde certaines choses sans réponse et qu'il prépare ça pour le 3e film, puisqu'a priori Abrams devrait en faire un 3e. Il essaye de le faire avant Star Wars, mais je crois qu'il le fera quand même. Il va développer en gros les deux en même temps. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il garde quelques petites choses à répondre pour les prochains films. C'est à peu près tout le temps que j'ai pour cette review sans spoilers. C'est un meilleur film qu'Est mort de Michael Haneke, moins bon que le premier, enfin moins grandiose, mais tout de même très bon. Donc je vous le conseille, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!